La dernière conférence sur les CI, vous avez aussi parlé des démembrements croisés, et j'aurais souhaité qu'on aille un peu plus en profondeur dans le démembrement. Qu'est-ce qu'un Oui. démembrement? Quels sont les différents types de démembrements? Est-ce qu'il y a des particularités comme temporaire, partiel? Est-ce que parfois ça peut être qualifié en abus de droit? Voilà. Alors, le démembrement, c'est un sujet très vaste, hein. Qu'est-ce qu'on appelle le démembrement? Il faut d'abord revenir aux origines. Quand j'achète un bien immobilier, j'ai un droit de propriété qui comprend trois choses, c'est-à-dire la nue propriété, ma propriété à part entière, l'usufruit, c'est-à-dire le droit de l'utiliser et d'en jouir comme je le veux, et le fructus. Le fructus, c'est quoi? C'est le droit de louer mon bien à un tiers et d'en percevoir les loyers, etc. pour vivre. Donc, quand on parle de pleine propriété, c'est la nue propriété, l'usus et le fructus. Sur le plan juridique, le Code civil, d'accord, laisse la possibilité à quelqu'un qui possède un bien en pleine propriété d'effectuer un démembrement, c'est-à-dire de donner soit la nue propriété, soit l'usufruit, d'accord, l'usufruit, de le donner à des personnes qui sont différentes, d'accord. Ça, c'est légal sur le plan civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, je vais reprendre le cas de quelqu'un qui possède un bien immobilier qui a une valeur de 100 et qui a entre 50 et 60 ans et qui dit bah, moi, je veux donner la nue propriété à mes enfants et moi, conserver l'usufruit. Sur le plan juridique, il n'y a pas de souci. Donc, on va chez le notaire, on établit une convention de donation de nue propriété, etc. Et ensuite, on va regarder sur le plan fiscal quelles sont les conséquences. Et sur le plan fiscal, la donation d'une nue propriété qui est faite sur un bien quand j'ai entre 50 et 60 ans, la valeur de cette nue propriété, elle est de 50%. C'est-à-dire que sur mon bien qui vaut 100, d'accord, je vais donner la nue propriété à mon enfant, d'accord, le fisc va considérer que la donation ne se fait pas sur une valeur de 100, mais se fait sur une valeur de 50, ce qui permet d'avoir des avantages sur un plan de transmission et sur un plan d'utilisation de mes abattements par période de 15 ans, qui sont, je vous le rappelle, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, de 100 000 euros par parent et par enfant. D'accord? Bon. Ça veut dire quoi? J'ai donné un bien en nue propriété. Ça veut dire que moi, si j'ai conservé l'usufruit, je continuerai d'avoir les loyers, d'avoir les charges pour moi, d'accord? Et au niveau des revenus fonciers, c'est moi qui serai assujetti à l'impôt sur le revenu sur ces loyers, d'accord? De même, si je suis à l'impôt sur la fortune, c'est l'usufruitier qui est imposable sur le bien qu'il a en usufruit et non pas le nu propriétaire. Ça va là-dessus? Le législateur laisse la possibilité également, plutôt que de donner un bien immobilier en démembrement, de donner des parts de SCI en démembrement. Le principe, il sera exactement le même. Je donne des parts en démembrement. Ça veut dire que moi, si j'ai l'usufruit de parts, c'est moi qui percevrai les revenus. D'accord? Alors, quel est l'intérêt, de faire des démembrements? Ces démembrements, ils peuvent être faits pour plusieurs raisons. Soit parce que je suis dans une réflexion patrimoniale qui fait que je veux commencer à préparer ma succession et donc je vais faire des donations de biens immobiliers à un ou plusieurs enfants du foyer. Ça peut aussi être l'occasion, de préparer sa retraite en donnant tout en se réservant la possibilité de garder les fruits pour pallier le déficit de revenus lié au départ en retraite. Mais ça peut être également aussi un démembrement temporaire. Un démembrement temporaire, c'est de dire je veux aider quelqu'un qui a un qui a un manque de revenus. Ce démembrement, je peux le faire aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire moi je garde la nue propriété, je donne l'usufruit à mon enfant qui est en études et qui a besoin de revenus. L'avantage, c'est que votre enfant, il bénéficiera des revenus du bien immobilier qui lui permettront de faire face à ses dépenses, tout en me permettant, moi, de diminuer ma fiscalité, puisque étant nu propriétaire et ne percevant plus les revenus, je n'aurai pas l'impôt sur le revenu, je n'aurai pas la CSG et je n'aurai pas l'ISF éventuellement sur cet immeuble que j'ai donné en usufruit
à mon fils. Ce démembrement temporaire, ça peut être 4 ans, 5 ans, 8 ans, on fait un petit peu ce qu'on veut. En tout état de cause, dès lors qu'on fait des démembrements, il faut passer par un notaire ou un avocat qui va être en charge de rédiger ces conventions de démembrement. J'avais déjà vu des cas de démembrement à l'usufruit dans les cas de personnes divorcées. Oui. Vous avez déjà vu des cas comme ça? Personnellement, non, mais c'est un schéma qui est juridique, qui peut être très intéressant dans un but de générer des revenus et de diminuer une fiscalité que l'on estime élevée. D'accord ? J'avais entendu parler aussi de renoncement à l'usufruit. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le renoncement à l'usufruit, c'est simplement de dire, moi, si l'usufruit, donc je répète, c'est la possibilité de jouir d'un bien et d'en percevoir des revenus, faire une clause de renoncement, c'est-à-dire qu'on renonce à ces droits-là. D'accord ? Pourquoi on pourrait qualifier un démembrement dans ce cas-là d'abus de droit? Alors, les démembrements, ils doivent répondre à une volonté, à un but économique. Si vous partez dans une opération, je vais dire, d'optimisation fiscale ou de démembrement qui n'est pas justifié par un motif économique, vous pouvez très bien, effectivement, vous retrouver avec un contrôle fiscal qui remettra en cause le schéma. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les démembrements, on peut également en faire dans des milieux professionnels quand on a des structures professionnelles de SCI avec des sociétés d'exploitation, dans lequel on veut, par exemple, je vais dire, faire supporter la charge financière d'un remboursement de prêt sans avoir les conséquences d'une fiscalité. Donc certains essayent de mettre en place des systèmes d'optimisation fiscale pour ne pas avoir à supporter de charges fiscales. L'administration est très vigilante là-dessus et en tout état de cause ira vérifier si l'intérêt du démembrement est bien économique et non pas fiscal. De toute manière, ces schémas fiscaux sont de plus en plus encadrés par le législateur et ils sont de plus en plus contrôlés. D'où l'intérêt de bien se faire conseiller par des professionnels quand on veut aller sur ce schéma-là d'opération. Est-ce que vous pourriez, dans votre expérience, montrer 2 exemples de démembrements qui vous ont semblé vraiment intéressants pour vos clients oui, et tout 2 à fait. exemples qui se sont tournés en abus de droit où il y a eu un Alors, abus abus de de droit, je ne vous en parlerai pas parce que j'en ai pas eu, et heureusement pour nous. droit? Des cas d'école d'abus de droit. Ouais. Mais je vais d'abord vous parler de 2 schémas qui sont tout à fait, je vais dire, pertinents et intéressants. En l'occurrence, je reviens sur un démembrement temporaire, d'usufruit temporaire de parents à un enfant qui avait besoin pour financer ses études de revenus complémentaires. On avait donc des parents qui possédaient un bien immobilier sans emprunt à rembourser, donc qui généraient des flux de trésorerie très importants et avec une fiscalité à la tranche marginale de 41% plus CSG de 15,50, c'est-à-dire 56,5. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un démembrement temporaire de 5 ans où l'enfant étudiant a pu bénéficier des loyers qui lui ont permis de faire face à ses besoins d'étudiant, tout en réduisant la fiscalité de manière significative des parents, puisqu'ils économisaient 66,5 d'impôt sur le revenu et de CSG. Et quand l'enfant aura terminé ses études, puisque c'est toujours en cours, à ce moment-là, l'usufruit s'arrêtera et les parents retrouveront la pleine propriété du bien immobilier et donc des loyers. Ça, c'est un premier schéma qui est très classique. Deuxième schéma qu'on peut retrouver, c'est dans des environnements de situation professionnelle, familiale, c'est-à-dire que j'ai des parents, par exemple, qui ont une entreprise importante, qui ont un projet d'emménager dans des nouveaux locaux professionnels qui sont relativement onéreux, où on est obligé d'avoir un loyer qui soit cohérent par rapport aux infrastructures. Et ce loyer-là, comme il va servir en partie à rembourser un prêt qui est souscrit par la SCI et que les parents n'ont pas forcément les moyens de payer l'impôt sur le revenu et la CSG, puisque la SCI s'est endettée, à ce moment-là, on peut très bien envisager un usufruit temporaire, c'est-à-dire qu'on va descendre l'usufruit dans la société d'exploitation, qui fait que de facto, la SCI ne sera plus assujettie à l'impôt sur le revenu pendant la durée de cet usufruit, mais à l'impôt sur les sociétés, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de conséquences fiscales
pour les parents. Ça, c'est deux schémas qui sont vraiment très cohérents et très pertinents. Avant de passer à l'exemple suivant, donc c'est une alternative à la SCI et l'IS. Oui, tout à fait. Ok. D'accord? Alors souvent, les usufruits temporaires se font sur des durées de 10, 15 ou 18, voire 20 ans. Encore une fois, ce sont des schémas qui doivent être, je vais dire, réfléchis, pensés et qui doivent être adaptés à chaque situation. Donc ces techniques-là ne seraient pas applicables sur un BNC. Je ne saurais pas vous dire, c'est parce que c'est vraiment au cas particulier. Au cas particulier. D'accord? Donc dans ce cas-là, c'est pas financier, c'est économique, c'est parce que la personne ne serait pas capable de supporter Exactement. la charge D'impôts et à de cause CSG. des frais, De l'importance du loyer. Ok, c'est très clair. Maintenant, est-ce que vous pourriez montrer un cas d'école d'abus de droit ou même deux cas où Alors des cas, moi j'en ai pas connu. Par contre, je pense qu'on peut reprendre les deux cas que je viens de vous citer. Par exemple, vous feriez un démembrement temporaire dans les sociétés d'exploitation où, curieusement, la durée du démembrement est calquée, je vais dire, au nombre d'années de l'emprunt. Là, l'administration pourrait trouver à redire en disant, au motif, vous avez fait une optimisation fiscale en expliquant que tant que la société, la SCI avait un emprunt, c'était la société d'exploitation qui supportait, entre guillemets... C'est un peu ce que vous disiez aussi. Oui, oui. Mais quand je vous dis un abus de droit, encore une fois, ça veut dire qu'il faut bien penser le projet et on peut très bien avoir des durées d'usufruit qui soient différentes des durées d'emprunt. Tout dépend du montage, de l'âge auquel ces opérations se font. Et encore une fois, là, c'est également la même chose, d'avoir un loyer qui soit en cohérence avec la valeur économique du bien. J'ai juste parce que juste avant, vous avez dit que cette personne, elle avait fait exprès parce qu'elle ne pouvait pas supporter la charge des impôts dans la SCI et l'IR, de choisir cette possibilité de démembrement avec usufruit temporaire. Oui. Donc elle le fait parce qu'elle n'est pas capable de supporter la charge des impôts. Et là, on va lui reprocher cette même Oui, chose. si on cale, parce que l'administration fiscale, ce qu'on regarde, en gros, c'est le manque à gagner. Mais là, au cas particulier de ce dossier-là, l'idée, c'était aussi éventuellement, par la suite, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on aurait très bien pu faire un montage qui était très simple, c'était de dire que la société d'exploitation achetait le bien immobilier et qu'on ne parlait pas de SCI. Sauf que les parents qui avaient une cinquantaine d'années, donc qui voulaient vendre à 65 ans, estiment qu'il est beaucoup plus difficile de vendre une société d'exploitation avec des murs professionnels que de vendre un fonds de commerce, c'est-à-dire que le business sans les murs. Et que l'idée était aussi de dire, à terme, je vendrai mon entreprise, mais moi je me garderai en revenu complémentaire des loyers qui me seraient versés par le futur acquéreur du fonds de commerce. En fait, ça serait plus dur parce que ça serait plus cher. Donc il y aurait moins d'acheteurs. Exactement. Et même au-delà de ça, il est toujours dangereux, mais ça on pourra en débattre une autre fois, de mettre des murs professionnels dans une activité d'exploitation industrielle. Pourquoi? Parce que si demain l'activité flanche pour X raisons de conjoncture médiocre, etc., une entreprise peut se retrouver en défaillance, en cessation de paiement et se faire racheter pour une bouchée de pain alors qu'elle possède un bien immobilier qui est de premier ordre. Très logique. Donc, une dernière petite remarque justement sur le démembrement. Quand vous mettez une SCI, est-ce que c'est possible de mettre l'usufruit d'une SCI dans une SCI, l'usufruit d'un bien immobilier dans une SCI à l'IS et la nue propriété dans une SCI à l'IR? Ça, on peut le faire aussi. Et donc dans ce cas-là, on peut, sous certaines conditions de réalisation, ça veut dire en amont de l'achat du bien immobilier, pouvoir déduire les frais d'achat, pouvoir amortir le bien et ne pas payer de plus-value sur l'ensemble de l'amortissement comptable via la nue propriété. Donc comment ça se passe au niveau de la vente, au niveau de l'achat dans ce cas-là précisément? Alors quand on fait des ventes comme ça et que les biens sont démembrés, les notaires demandent spécifiquement d'abord tout un formalisme juridique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problématiques, je dirais, de droit de vote dans les SCI. Qui possède les droits de vote? Est-ce que c'est le nu propriétaire? Est-ce que c'est l'usufruitier? Donc il y a ces problèmes-là à régler. Et ensuite, c'est également de vérifier dans les valeurs, donc on aura la valeur vénale du bien immobilier, c'est-à-dire la valeur en pleine propriété, c'est de bien redispatcher cette valeur-là en fonction d'une part
de la nue propriété, d'autre part de l'usufruit, d'accord? Et ensuite de déterminer les conséquences fiscales en fonction des modes d'imposition du nu propriétaire et de l'usufruitier. D'accord? Donc là, il n'y a pas de, je vais dire, de réponse spécifique. En tout état de cause, si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, vous aurez les conséquences fiscales d'une cession d'usufruit, c'est-à-dire à l'IS, c'est un bien immobilisé, etc. Et si vous êtes nu propriétaire à l'impôt sur le nu, vous aurez les conséquences fiscales à l'impôt sur le revenu sur une valeur qui sera déterminée selon les règles de l'impôt sur le revenu. Ok, c'est très très clair. Concernant ce montage que je viens d'évoquer, est-ce qu'il y a une chronologie particulière à effectuer? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut d'abord acheter le bien avec une SCI LIR ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter avec une SCI LIS? Est-ce qu'il vaut mieux faire le démembrement après? Comment ça se passe? Je vais vous dire, je n'ai pas de réponse écrite. Tout dépend quels sont les objectifs qui sont recherchés d'un point de vue économique et d'un point de vue patrimonial. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que pour un certain type de client ou un certain type de dossier, effectivement, le démembrement, l'usufruit, etc., va se faire à la création de la SCI. D'accord ? À l'inverse, on peut avoir dans certains cas de figure, je dirais, un démarrage classique en pleine propriété avec un démembrement qui interviendra par la suite. Pourquoi ? Parce que on peut avoir des paramètres liés à des utilisations d'abattements fiscaux de transmission, de démembrement, qui fait que, à un moment donné, on a intérêt à le faire tout de suite ou on n'a pas intérêt à le faire tout de suite.